Bonsoir à tous et chacun, c'est l'art de suivre votre émission hebdomadaire, les rendez-vous pour parler de l'actualité, les sujets qui préoccupent au plus haut point, avoir des réponses qui vont vous convaincre, c'est l'objectif de cette émission, une opportunité bien offerte par la chaîne de référence Antena. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans cette émission Monsieur Albert Ongbana Maté Zimbombo, qui est auteur de l'ouvrage Décentralisation politique et administrative, président de la société civile citoyenne. Bonsoir Monsieur Albert. Bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Les pays aussi va bien? Oui, ça va, mais bon, pas du tout, mais ça va quand même. Et qu'est-ce qui ne marche pas, selon vous? Bon, écoutez, le pays, c'est notre sous-continent, la RDC. J'ai toujours dit, et je ne le dirai jamais assez, que les problèmes qui se posent dans le pays, c'est un problème de gouvernance. Et que, comme la fois passée, nous avions parlé de l'ouvrage que je viens de publier, la décentralisation politique et administrative, rétrospective d'un processus laborieux et délicat. Eh bien, avec la décentralisation, nous résolvons le problème de gouvernance de ce pays. Parce que, comme je vous avais dit, la décentralisation, c'est le mode de gestion du pays. Aujourd'hui, nous avons des problèmes qui se posent. Prenons le cas conflit entre communautés. Comprenez? La solution, les gens parlent, mais la solution passe par la décentralisation. C'est-à-dire quoi? Il faudra responsabiliser les provinces et les textes s'y prêtent. Parce que vous parlez de ça, il y a une conférence de paix et de cohésion communautaire. Vous pensez que cette rencontre va quand même favoriser le climat de paix entre le Katangais et les Kassaïens? Moi, je crois qu'il faut simplement que, pour que ces problèmes-là cessent, il faudra absolument qu'on puisse créer de la richesse au Kasaï. Il ne faut pas que les Katanga deviennent et restent le Eldorado des Kassaïens. N'est-ce pas? S'il y a de la richesse qui est créée au Kasaï, eh bien, ils ne vont pas aller ailleurs. Ils vont rester chez eux et ils vont créer de la richesse localement. Mais vous pensez qu'il ne peut pas y avoir quand même des moyens pour ne fût-ce que tenter d'atténuer ces conflits? Oui, ça sera circonstanciel, ça sera superficiel, mais nous devons chercher des solutions définitives à ce problème-là. C'est la pauvreté. J'ai parlé d'atténuer parce que je sais que résoudre, c'est très tôt, hein, en ce qui concerne les conflits. Non, il ne faut pas que nous puissions comme ça nous attaquer aux effets. Allons à la cause. C'est quoi la cause? C'est parce que depuis tout le temps, les gens, les Kassaïens vont travailler dans le mine au Katanga parce qu'ils cherchent la vie. Mais si chez eux, ils peuvent se retrouver, avoir un logement décent, avoir de quoi mettre sous la dent, je ne vois pas pourquoi ils vont aller chez les autres. Donc le problème du pays, c'est un problème de gouvernance. Nos textes nous imposent la décentralisation et la constitution. Je crois que nous devons regarder vers cette direction-là. Si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Or, cette solution passe par la décentralisation. Je ne le dirai jamais assez. Mais qu'est-ce qui a fait que la plaie soit remuée? Parce qu'il y avait quand même un climat de paix qui régnait entre les Katangais et les Kassaïens. Cette plaie est remuée. Qu'est-ce qui a fait que la plaie soit remuée? Non, bon, tel que j'ai suivi, il y a eu un afflux, n'est-ce pas, des Kassaïens qui partaient au Katanga parce qu'ils devaient quand même vivre. Ça, c'est le réflexe normal de tout homme, n'est-ce pas? Et bon, voilà. Et c'est ça qui a fait que les Katangais puissent aussi, par instinct de défense, dire non. Et voilà, nous sommes dans un conflit qui ne sera pas résolu tant qu'on ne va pas résoudre le problème du pays. Nous avons un pays riche, potentiellement riche, mais il y a un problème de gouvernance. Il faudra que nous puissions créer de la richesse localement dans toutes les provinces. Nous n'allons pas envier les autres pays du monde ou d'Afrique parce que nous avons assez de potentiel. Si je vous comprends bien, c'est un problème de pauvreté ou de manque de développement qui est lié à ces conflits. Absolument, absolument. Même dans toutes les provinces. Aujourd'hui, toutes les provinces sont en train de se vider. Kinshasa est plein
de gens parce que les gens fuient la pauvreté de l'intérieur du pays. Aller au port, chaque jour, il y a des gens qui arrivent de l'Équateur, du sud du Bangui, les Kassaïens qui quittent leur province pour les Katanga. Donc, on peut se le dire que la pauvreté a gagné du terrain, la pauvreté bat son plein au Kasaï, que dans la province du Katanga. Voilà. Non, c'est-à-dire quoi ce qui s'est fait au Katanga, c'est fait aussi à Kinshasa. Il y a des Kasaïs qui arrivent chaque jour. Vous avez le phénomène, aujourd'hui. Tout ça, c'est la misère. Et je ne le dirai jamais assez, il faudra que l'État puisse organiser sa gestion à différents échelons pour que l'on crée de la richesse localement. Parce que, je le dis, nos provinces-là sont des vastes étendues, ce sont des États. Il faudra les gérer d'une certaine façon. Voilà pourquoi je dis toujours que les gouverneurs de province doivent répondre à un certain profil. Il faut créer de l'emploi, tout d'abord, parce que dans les Kasaï, il y a la MIBA qui existait. Et ça donnait du travail à plus d'un Kassaïen. Mais maintenant là, la MIBA n'existe que de nom, ainsi de suite. C'est ce qui fait que les Kassaïens se déplacent en masse vers Katanga, si pas Katanga, vers la ville-province de Kinshasa. Ils se sont transformés en conducteurs de taxi-moto et consorts. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, le gouvernement n'arrive pas à créer d'emploi, à donner de l'emploi aux Congolais, du Kasaï surtout? On sait que notre chef de l'État est originaire de cette province, du Kasaï central. Il est passé par là, il y a 3 mois passés, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concret qui puisse satisfaire, ne fût-ce que la population de sa province. Oui, la pauvreté, il n'y en a pas qu'au Kasaï, il y en a partout. Et je vous dis, allez au port et si vous allez voir les gens provenus de toutes les provinces qui arrivent à Kinshasa parce qu'il n'y a plus de vie dans l'arrière-pays. Que l'État devra prendre ses responsabilités et je vous ai dit que ça passe par la décentralisation. Et cette décentralisation-là, j'insiste, il y a un problème de profil des animateurs de province. J'ai eu la chance de côtoyer le gouverneur Kouyagielo avant sa mort. J'ai travaillé avec lui à Mbandaka, il était gouverneur, moi j'étais directeur provincial de marché public. Eh bien, de nos plusieurs entretiens, j'ai retenu 2 choses que je n'oublierai jamais. Il dit ceci. Mbongo ya l'État, ils ont le cas maïe balé. Ce nous comme la maïe balé. C'est-à-dire on mesurer quantité parce que ce qu'on met directement, tu risques d'avoir un ventre ballonné et avoir des ennuis. Ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses qu'il disait, la territoriale c'est un apostolat. Il ne faut jamais aller dans la territoriale avec l'idée de s'enrichir. Il faut aller avec l'idée de servir. En servant, vous devenez grand. En vous servant, vous devenez petit. C'est 2 choses que j'ai retenues. Et voilà, pour moi, il faudra que le gouverneur de province puisse intérioriser ces valeurs-là et que puisse répondre à un certain nombre de critères par rapport à la moralité. Voilà, on aura résolu le problème de gouvernance de ce pays à travers la décentralisation. Au-delà de la conférence sur la paix et la cohésion pacifique de communautés du Grand Kasaï et Katanga, que propose de concret la société civile pour remédier à cette réalité? Oui, c'est-à-dire, nous avions dit, parce que nous nous appelons la société civile citoyenne, les mots ont tout leur sens. La citoyenneté, un citoyen, ce n'est pas le peuple, parce que le peuple, c'est une masse aveugle à la merci des agitateurs véreux que nous connaissons. Mais un peuple citoyen, le citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et qui sait les revendiquer, n'est-ce pas? Qui sait infléchir l'action publique en sa faveur. Voilà, nous voudrions que les gens comprennent ça. Et pour nous, c'est le problème du pays, c'est un problème de gouvernance. Or, la meilleure gouvernance, c'est la gouvernance décentralisée. Parce que centraliser le pouvoir pour un sous-continent, eh bien,
ça appellera à la pauvreté, ça appellera à l'exode rural et les conséquences sont là. Voilà, on va évoluer. Processus électoral. Que pense encore la société civile de la tenue des élections en République démocratique du Congo? Il y a de l'espoir? Parce que vous parlez élection, je crois que nous devrions d'abord commencer par la loi électorale. Qui nécessite des réformes. C'est là où les problèmes se posent avec acuité. Il y a des mésententes, il y a des divergences de vues, ainsi de suite. Jusque-là, il n'y a pas de concret. Pas moyen d'avancer. Madame, je crois que tu me connais un peu. Moi, j'étais un politique, n'est-ce pas? J'étais secrétaire national du MLC, tu le sais. Tu m'as connu comme secrétaire national au MLC. Mais aujourd'hui, c'est quand même curieux que tu vois quelqu'un qui quitte un parti politique pour aller dans la société civile. C'est-à-dire, c'est un problème d'idéal. La loi dont question, la loi sous examen au Parlement, a amené des réformes que je salue. Mais en ce qui me concerne, ce qui concerne la société civile, nous aurions bien voulu que, après avoir défini les critères pour celui qui doit être président de la République, on oublie les critères de celui qui doit être chef de secteur. Parce que le développement partira de la base. Aujourd'hui, les secteurs qui sont les entités de base qui doivent impulser le développement est devenu l'apanage de ces illettrés. Vous vous attendez à quoi? Parce qu'un chef de secteur, c'est celui-là même qui peut élaborer un projet, qui peut, n'est-ce pas, élaborer un plan de développement. Voilà, cette loi-là n'en parle pas. C'est comme si les gens qui s'agitent sur la scène politique aujourd'hui, ils savent bien que nous avons un État à refonder, mais ils font semblant, ils font comme si l'État existe réellement. Non, nous avons un État en déliquescence que nous devons refonder. Il faut refonder l'État. La refondation de l'État passe par certains piliers. Je parlais de la réforme de la décentralisation parce qu'au fait, c'est une réforme. Nous soutenons la réforme de la loi électorale et bien d'autres réformes de la fonction publique. Ce sont des piliers sur lesquels un État doit être refondé. Alors, on ne peut pas y aller avec une certaine légèreté, avec, comment dirais-je, tel qu'on est en train de voir là, où pratiquement c'est du haut tout de là que je m'y mette, j'y suis et je reste. Ça ne résout pas le problème des Congolais. Et en tant qu'acteur intellectuel, tout ce que tu veux responsable à un certain niveau, nous devons avoir des remords pour dire que si aujourd'hui ça ne marche pas dans le pays, eh bien, nous en sommes la cause. Voilà pourquoi je me dis, les élections c'est bien, mais les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections sont organisées parce que l'on doit renouveler le personnel politique qui doit porter les projets, n'est-ce pas? Les projets qui amènent le développement, qui amènent à satisfaire les besoins sociaux de base. Voilà pourquoi on va aux élections. On ne veut pas aux élections parce que tel veut que ce soit lui. Mais, eh bien, j'avais suivi en son temps le vieux Mungulu-Dia que je crois que vous connaissez. Le vieux Mungulu-Dia avait dit quelque chose de manière quelque peu cynique, mais après avoir analysé, je trouvais qu'il était très profond. Il avait toujours la petite déjetée comme ça de boutade. Hein? Il avait dit, et ça, Kamoutou va changer chauffeur. Mais c'était profond. Donc, l'État, il faut que l'État existe d'abord. Il faut que nous puissions refonder l'État. Sinon, on peut pas remplacer les présidents, ça peut être X ou Y. Tant que l'État n'existe pas, les fondamentaux d'un État moderne n'existent pas, eh bien, on aura le même problème. Non, mais en ce qui concerne la réforme de la loi électorale, est-ce qu'il faut prendre en compte aussi les allégations ou les propositions de l'opposition, qu'il y ait un débat, qu'il y ait des échanges hors les institutions? Non, je crois que la logique du débat ou du conflit politique actuel entre l'opposition et la majorité, c'est du haut de toi de là que je m'y mette, je suis et je reste. Moi, je vais au-delà de ça pour dire que dans cette loi-là, il faut qu'on tienne compte des profits des gens qui doivent animer les entités de base pour que nous puissions refonder l'État parce que nous avons un État. Qui veulent tirer profit ou qui tirent profit dans tout ça? C'est le pouvoir ou bien l'opposition? Non, ceux qui sont au pouvoir sont là, ils s'installent, ils sont en train d'accommoder pour qu'ils y restent. Les autres veulent accéder et voilà. Mais l'opposition quand même, je ne vois pas pourquoi l'opposition, les opposants peuvent chercher la petite bête au moment où ils tiennent mordicus à la tenue des élections
pour quand même arracher aussi des postes. Oui, arracher les postes, pourquoi faire avec? Si c'est le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Je ne suis pas dans cette logique du pouvoir pour le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir pour servir, n'est-ce pas? Il faut prendre le pouvoir pour servir. Mais vous savez pertinemment bien qu'aujourd'hui, l'État est en difficulté parce qu'il est en état de déliquescence. Il faut refonder l'État, n'est-ce pas? Qui devienne un État normal, et bien, passez-moi l'expression, un État normal pour que nous puissions l'utiliser comme instrument pour résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent dans la société. Mais si nous devons accéder au pouvoir, pour le pouvoir, eh bien, ça ne sert à rien. Voilà qui justifie ma présence aujourd'hui dans la société civile, parce que je crois qu'il faut quand même que quelque part, nous puissions avoir des raisons pour dire que ça ne marche pas dans ce pays. Les comportements actuels de parlementaires, vous pensez que ça va résoudre le problème dans les délais pour permettre à la CENI de continuer son travail sans embâche? Bon, je ne sais pas, les parlementaires ont voté la loi, n'est-ce pas, qui est en étude au niveau du PAJ. Bon, je ne vois pas en quoi ça poserait problème. Pour moi, personnellement, je suis un acteur aussi, tu le sais, mais je ne crois pas que nous puissions comme ça résoudre le problème, nos problèmes personnels à travers les institutions de l'État. Pour moi, la seule réclamation que j'ai, que l'on puisse aussi voir les profils de ceux qui doivent animer les entités de base. Pour moi, un chef de secteur, ça doit être quelqu'un d'expérimenté et de suffisamment outillé. Voilà. Qui sont censés le faire? Mais voilà, c'est la loi. La loi devra régler ces problèmes-là en amont. Voilà. Voilà, les Kadima, Denis Kadima, c'est le président de la centrale électorale. Vous croyez en lui personnellement et pourquoi pas à son équipe pour pouvoir organiser des bonnes élections tant attendues? Bon, écoutez... vous, la société civile, bien sûr. Je suis très souvent mal à l'aise de parler des individus, mais du moins, moi j'ai eu l'avantage de connaître Kadima à l'université. On a habité le même homme. Je crois que c'est quelqu'un d'assez pondéré et de sérieux. Sur ce plan-là, je crois que je peux lui faire confiance. Qui dit les élections, dit les moyens. Absolument, absolument. Je crois qu'on a suivi, la DGI a grévé le plafond, n'est-ce pas, avec des recettes. Je crois que ce sont des moyens qui vont être disponibilisés pour organiser des élections. L'État peut disposer de moyens pour organiser des élections. Vous parlez de l'État? L'État a suffisamment ses moyens? Vous pensez? Si on continue à travailler, bon, disons qu'en un mois, la DGI a réalisé plus d'1 milliard de dollars. Mais si on peut faire autant d'ici 3, 4, 5, 6 mois, je crois qu'on peut réunir l'enveloppe nécessaire pour faire face aux besoins électoraux. L'État a des moyens suffisants pour pouvoir donner à la centrale électorale en vue d'organiser des bonnes élections. Je suis en train de marteler là-dessus. Au cas contraire, qu'est-ce qui arriverait? Bon, hormis l'État... Essayez un peu de réfléchir là-dessus. Non, hormis l'État, j'ai vu comme ça des partenaires, n'est-ce pas, lever les doigts pour dire que nous allons soutenir les élections. Je crois qu'il y aura moyen. Et le plus important, c'est que nous ayons des élections apaisées et transparentes, n'est-ce pas? Et que certaines personnes, par exemple, ceux qui s'agitent sur la scène politique, je me dis, mais est-ce que ces gens-là n'ont pas le souci du peuple? Est-ce qu'ils n'ont pas de famille? N'est-ce pas? Tu veux tout avoir toi seul et distribuer aux autres qui viennent ramasser les miettes. C'est pas normal. Donc si l'État n'arrive pas à mettre suffisamment de moyens à la CENI, on pourra recourir à la communauté internationale. Non, je me dis, en tant qu'acteur, en tant qu'observateur averti de la chose publique, je me dis, déjà l'effort qui est fourni par la DGI pour mobiliser les recettes à l'interne et avoir aussi certains partenaires qui se sont déjà prononcés, je crois qu'on peut disponibiliser des moyens pour organiser les élections en 2023. Les exigences de la DGI et les 3 régies financières ne sont pas les bienvenues au niveau de la population. C'est trop demander à la population, cette population qui croupit dans la misère et ajouter encore des taxes au moment où on sait qu'il y a inflation, les morales de plus d'un peuple est
en berne, ainsi de suite, et exiger encore la TVA, c'est un peu trop. Et je ne vois pas un Congolais payer ça si facilement. Non. Alors que, s'il faut estimer, il nous reste 7 mois. Non, je crois que cet argent-là, que la DGI a eu à mobiliser, c'est de l'argent qui partait dans le poche des individus. Donc, je ne pense pas qu'on ait augmenté le fisc, mais simplement, comme dans un passé récent, la prédation était érigée en mode de gestion. Tout cet argent allait dans les poches des individus qui se fait l'opposant aujourd'hui. Déjà bien verrouillé. Oui, je crois qu'il y a le spectre, l'ombre, n'est-ce pas? Pour que l'argent ne se volatise plus. J'ai toujours considéré que... moi, personnellement. Non, moi j'ai toujours dit que les performances réalisées par la DGI, il y a l'effet IGF, hein, il y a le... Comme ça, il se présente un peu comme un épouvantail, hein, pour renflouer les caisses de l'État. Les gens ont peur. Hein, je crois que ça, c'est quand même positif. Voilà des actions autour desquelles on peut refonder l'État. Parce que, je le dirai jamais assez, nous avons un État en déliquescence. Il faut le refonder. Parce que même l'IGF est actuellement critiqué. Hein, les rendements de son travail ne convainquent pas plus d'un Congolais. C'est comme s'il y a du parti pris, et ainsi de suite. Non. Au début, on sentait cette volonté ou cette détermination de l'IGF de nous donner des bons résultats, ainsi de suite. Mais ces derniers temps, c'est comme si l'IGF était soufflé. Bon, aussi longtemps que son ombre plane sur les prédateurs, n'est-ce pas, et qu'on peut comme ça réaliser des performances en ce qui concerne les recettes de l'État, je crois qu'il doit continuer à agir de la même façon, même si on ne peut pas s'attendre aux résultats à 100%, mais je crois que la prédation devra cesser d'être un mode de gestion pour que le petit peuple aussi puisse se retrouver. Revenons à la Chambre basse du Parlement. Pendant l'examen de la loi Lokondo, c'est la loi électorale, l'honorable Singhi Pouloulou a apporté un amendement sur la congolité de pères et de mères. Ça vous inspire quoi? Bon, ça c'est un point de vue personnel. Hein. Après avoir analysé ce qui se passe à travers le monde, je me dis cette histoire des Congolités, c'est un faux débat. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas la société civile. Ça n'engage que moi. Comment la société civile juge la démarche de ses citoyens? Dans ce pays ici, nous avions eu des étrangers qui ont géré des entreprises ici avec beaucoup de sérieux, n'est-ce pas? Ouais. Si l'on peut avoir une expertise qui vient d'ailleurs pour prêter main forte au pays, je ne vois pas d'inconvénient. C'est un discours que je ne partage pas du tout. Si je dois considérer que le pays le plus riche du monde, le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'Américains autochtones. Les gens sont venus d'ailleurs. Ce sont des Anglais et des Indiens, n'est-ce pas, qui ont créé des États-Unis. Et j'avais lu quand j'étais étudiant un auteur qui s'appelait Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Je crois que les différentes cultures, le brassage et tout ça, ça peut nous amener, ça peut nous propulser de l'avant. Mais simplement que nous ayons un État qui organise. Parce que pour le moment, l'État est presque inexistant. Il est affaibli. Ça, on doit se le dire. L'État est affaibli. L'État organisateur de la société est affaibli. Il n'arrive pas à organiser les choses comme il faut. C'est pourquoi il y a tous ces mondes-là, tous ces petits problèmes, des gens qui tirent les draps de leur côté, et ainsi de suite. Mais je crois que dès que l'État est organisé, on peut résoudre tous ces problèmes, congolité et tout ça. On a plusieurs communautés. On peut même faire venir des gens d'ailleurs, ils viennent habiter ici pourvu que nous puissions cohabiter et faire avancer la chose. L'État est affaibli, c'est ce que vous venez de dire tantôt. C'est dit à quoi cette réalité? Qu'est-ce qui a fait affaiblir l'État? Selon mes analyses, je crois que les dernières années de Mobutu n'avait plus gouverné. Le pays était laissé entre les mains des prédateurs de l'époque. Quand Mobutu était Gbado, eh bien, les gens se sont servis
et l'État a commencé à s'affaiblir à partir de là. Mais Mobutu est À parti partir de quand la même, transition. il est parti. Non, vous m'avez demandé la cause. Laissez-moi vous expliquer Voilà, ma compréhension de la je vous en chose. prie, oui. Je vous dis, ça remonte du temps de Mobutu, quand il était à Gbado, il s'est contenté de régner et le pays n'était plus géré et c'était laissé entre les mains des prédateurs Mais de il nous l'époque. a laissé quand même le palais du Oui, peuple, c'est-à-dire, le stade de Martyr. Il a fait ce qu'il avait fait, mais à un certain moment, avec la transition ou l'opposition de l'UDPS, Mobutu était affaibli, il s'est réfugié à Gbado, et bien, l'État n'était plus géré comme par le papa en son temps, et ça a affaibli l'État. La Fidèle arrive, hein, ça a suscité des espoirs, mais je crois que ils n'ont pas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas su, n'est-ce pas, refonder l'État, le remettre sur le rail, n'est-ce pas? Ils ont érigé la prédation au mode de gestion. Mais Et la tout dégringolade, ce- s'il vous plaît, la dégringolade est allée trop vite avec le régime passé. Hein. La dégringolade du pays est allée trop vite. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi qui est là. Il gère un pays dont les fondamentaux sont détruits. Vous comprenez? Quand vous parlez du fait maréchal Mobutu paix à son âme, on a vu quand même ses œuvres jusqu'à maintenant. Je parlais du palais du peuple, le stade de Martyr, autant de barrages que nous avons aujourd'hui pour avoir du courant électrique que la RDC arrive à distribuer, même au niveau des pays voisins. Ce sont les œuvres de Mobutu quand même, et on peut le féliciter jusqu'à maintenant par rapport à ça. Mais après Mobutu jusqu'à maintenant, aucune lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il y a de concret que les Congolais peuvent se vanter? Nous avons ceci, cela qui a été fait. Rien, pratiquement. Oui, justement, c'est-à-dire, après Mobutu, il s'est installé un régime de prédation. Hein, n'est-ce pas? On a vu les routes s'est défoncées, on a vu les immeubles monter. C'est ça qui a tué l'État. Aujourd'hui, c'est Ça comme ne profite si... pas à la population, ces Pas du immeubles. tout aux individus, des prédateurs. Voilà. Hein, c'est des prédateurs, ça il faut le dire comme ça. C'était un régime de prédateurs. Eh bien, ils ont signé l'État à blanc. Mais je crois que ce qu'il y a à faire, il faut refonder l'État, il faut arrêter la dégringolade. Sinon, les pays continuent à s'enfoncer. Le président Tshisekedi, l'autre fois quand il était au Kassa, il dit « Mboke se Koufakala ». Je me dis, les gens, chacun interprète ça à sa manière, mais moi je me dis qu'il n'a pas tort. Nous avons un État à refonder. Nous devons prendre conscience. Il faudra que l'opposition comprenne que nous avons un État à refonder plutôt que de faire au-delà de là que je m'y mette. Non. Refondons l'État. J'ai suivi en Guinée, l'agent militaire propose une transition de 39 mois. Les gens sont en train de critiquer, mais j'ai dit, mais il a raison. Pour refonder l'État, il faut un temps. N'est-ce pas? Nos transitions ici échouent toujours parce que c'est toujours du haut de là que je m'y mette. Si l'opposition qui est là aujourd'hui, qui est une opposition caviar, hein, parce que c'est des prédateurs qui sont à l'opposition aujourd'hui. Et puis, vous avez les gens qui sont venus au pouvoir. Si on se mettait d'accord pour dire que nous devons refonder l'État, on respecte les règles, celui qui n'obéit pas, on l'arrête, eh bien, on va refonder l'État. Voilà. Nous avons suivi tous, le Premier ministre récemment parlé, il a tenté d'évaluer leur existence depuis qu'ils sont là, lui et ses ministres. Il a reconnu qu'il y a encore des défis à relever. Alors, je me dis, jusqu'à maintenant, le pays continue à niveler vers les bas. Qu'est-ce qu'il faut faire de concret pour rapidement créer des emplois, donner du travail aux Congolais, ne fût-ce que ça, dans les provinces et ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'espaces verts, construire dans le but de créer des emplois, ainsi de suite. Ça va quand même atténuer le calvaire des Congolais, vous ne trouvez pas? Absolument. La crise est mondiale, je n'en disconviens pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire de concret pour que ne fût-ce qu'on puisse avoir de l'eau potable dans le coin, coin de Kinshasa et pourquoi pas dans les provinces? Les routes de dessertes agricoles, il n'y en a pas tout ça. Ce sont les moindres problèmes qui devaient être résolus le plus tôt serait le mieux. Oui, c'est-à-dire, comme j'ai eu à vous le dire, hein, c'est le mode de gestion de l'État. Il ne faut pas que tout le monde s'agite pour être ministre PDG à Kinshasa. Il faudrait qu'il y ait des gens qui partent pour être gouverneurs de province chez eux et qui puissent travailler effectivement pour l'intérêt de la communauté de base.
on va développer ces pays en moins de temps. Comment expliquer qu'un pays comme le nôtre, là, l'on puisse jusqu'à ce jour importer du riz et de l'huile? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Alors qu'une province simplement peut nous fournir tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui à Kinshasa, allez dans le bureau de l'État, vous trouvez des meubles. Même faire venir un bateau de pêche, ça pose problème jusque-là, ça n'arrive pas toujours. Mais un bateau de pêche, chaque province pouvait avoir son bateau de pêche, chaque province pouvait avoir comme ça des chambres froides, on pouvait pratiquer la pisciculture localement et résoudre tous ces problèmes-là. Plutôt que d'attendre Kinshasa, acheter un bateau et on fait de bruit autour. Non, le pays ne peut pas être géré de cette façon-là. Ces sous-continents-là, il faudra qu'ils soient gérés au niveau des provinces, qui soient responsabilisés effectivement et que ces gens-là comprennent que nous avons... C'est pas un problème qui réside au niveau des investisseurs parce que le gouvernement a quand même pu tendre la main aux investisseurs qui sont censés venir nous prêter main forte, travailler et ainsi de suite, mais ces investisseurs, c'est comme s'ils sont réticents et ils ne viennent pas donner un coup de main au coup de pouce à la RDC. Il y a de quoi que les investisseurs soient réticents parce que jusque-là, nous avons un État en déliquescence. C'est tout à fait normal. Je ne le dirai jamais assez. Nous avons un État en déliquescence. L'État ne rassure pas. Alors, il faudrait que nous puissions recréer la confiance, refonder l'État, n'est-ce pas? Faire régénérer les fondamentaux de l'existence d'un État moderne. Eh bien, on sera parti. Mais il faudra que les acteurs, les agitateurs aujourd'hui, qui passent, ils savent que nous avons un État en déliquescence, c'est pratiquement une carapace, ils se ruent tous sous la carapace, c'est des vrais charognards. Voilà. Permettez-moi d'insister là-dessus, vous êtes de ce civil, certainement vous connaissez la loi électorale, la loi Lokondo. Qu'est-ce qu'il faut retrancher ou ajouter en cette loi pour qu'on ait de bonnes élections? J'ai dit au début que je salue cette réforme que les députés initiateurs de la loi ont apportée. Ça améliore le système électoral, mais je me dis, pour moi, ils n'ont pas résolu, ils sont en train de vouloir résoudre le problème de la gouvernance électorale, mais pas un problème de la gouvernance de l'État en général. Parce que cette loi-là, elle est transversale. J'aurais bien voulu que l'on puisse dire que celui qui doit être élu chef de secteur soit de père et de mère plutôt que d'aller à la présidence. Ça, je vous le dis, hein, qu'il soit autochtone de ce coin-là. Ça veut dire, tu es originaire de, je sais pas, de ton territoire, de ton secteur, tu as tes cousins, tes parents là-bas, eh bien, tu as la responsabilité de gérer. Tu as été à l'école, à l'université, voilà. J'aurais bien voulu que ça se passe à ce niveau-là. Là, ça sera une contradiction avec la colonisation, parce que avec la colonisation, quand même, le pays a décollé un tout petit peu. Depuis que les Belges sont partis, il y a ceux qui disent qu'ils sont partis tôt. Non, je crois que dans mon livre, si j'en parle, je dis dans ce livre-là que le Belge qui a colonisé ce pays, pour être administrateur de territoire à l'époque, si tu n'es pas licencié, les Belges que tu voyais là, il fallait être licencié en droit, en sciences politiques ou en sociologie. En dehors de ça, tu subissais une formation de 3 ans, n'est-ce pas, à l'école, une école en Belgique, là, l'école tropicale, machin, pendant 3 ans. C'est comme ça que ce gens-là venaient pour être administrateur de territoire chez nous. Aujourd'hui, l'honorable député croit que son cousin qui a raté, qui n'a pas fini l'école primaire, c'est lui qui doit être chef de secteur. Parce qu'en Afrique du Sud, malgré l'apartheid, les Blancs sont restés longtemps quand même en Afrique du Sud. Voilà, c'est quand même un pays développé. L'Afrique du Sud fait la fierté du continent africain, hormis les pays du Maghreb. Absolument, je crois quand même, comme je le dis là, on peut comparer avec beaucoup d'autres pays, chacun a ses réalités internes. Le problème chez nous, c'est que l'homme noir qui a remplacé le blanc a été plongé dans le mimétisme. Il a voulu marcher comme le blanc, mais sans avoir le bagage intellectuel que le blanc avait. Parce que le Belge qui venait ici, comme je l'ai dit dans le livre là, je l'affirme,
il fallait être licencié en droit. Les Mundelemboka que tu voyais qu'on appelait Mundelemboka dans les territoires là-bas, eh bien, si tu n'es pas licencié, tu n'as pas fait encore 3 ans en plus de ta licence à l'école tropicale de Belgique, tu ne venais pas être administrateur territorial. Voilà. Donc, les entités de base doivent être gérées de manière responsable par des mains expertes et outillées. Voilà. État des sièges, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milliers de plus d'un Congolais. Il y a ceux qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. À tout prix, il faut mettre fin à l'existence de l'état des sièges, surtout pour beaucoup de structures du Nord Kivu, fustigent jusque-là la présence de l'état des sièges. Une année de l'état des sièges, une année après, quel bilan faites-vous de l'état des sièges, parce qu'il était question, on en a parlé lors de la réunion de sécurité qui a été tenue présidée par le chef de l'État, et ça connaît la présence du Premier ministre ainsi que de ministres sectoriels. Quel bilan faites-vous de l'état des sièges une année après? Moi-même, bien avant qu'on puisse décréter l'état des sièges, je proposais l'état de siège comme solution à l'insécurité à l'Est. Eh bien, si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est parce que je me dis que nous avons un problème avec notre armée. N'est-ce pas? Quand je dis que les fondamentaux d'un État moderne sont rompus et qu'il faut recréer l'État, l'État a ses composantes, hein, l'armée c'est une des composantes de l'État. Donc, comme l'État se trouve être affaibli, eh bien, ses composantes le sont en même temps que lui, parce que quand une partie, enfin la tête est malade, tout le corps est malade, n'est-ce pas? Donc nous devons refonder l'armée. On n'a pas une armée, il faut qu'on se le dise. Nous avons une armée qui est infiltrée. Le mouvement des indignés clame haut et fort que c'est une armée poubelle. Oui, justement, nous n'avons plus d'armée, l'armée. Quand vous pénétrez les réalités de l'armée, vous trouvez que ce sont les mêmes fardistes qui sont au front, qui se retournent contre l'armée gouvernementale et ils vendent des armes, ils font ceci. Bref, nous devons refonder l'État. Nous avons un État à refonder. Il faudra que les politiciens soient sérieux pour dire que nous avons un État en déliquescence, il faut le refonder. De plus en plus, la société civile locale exige la fin de l'état des sièges. Vous êtes d'accord? Ça dépend de quelle société civile, ça dépend de qui fait quoi. La société civile locale. Non, vous savez, hein, il y a toujours, même cette histoire de société civile là, c'est une nébuleuse, hein, parce qu'il y a comme ça dedans des organisations sérieuses comme la société civile. Nous avons des idéaux que nous voulons atteindre par rapport à l'existence de l'État, tandis qu'il y en a d'autres qui sont là, comment dirais-je, qui sont là pour s'enrichir, il y a à boire à manger dans cette histoire-là. Donc, on doit lever l'état des sièges ou pas? À mon sens, il y a ceux qui proposent l'état d'urgence en lieu et place de l'état des sièges. Tout ça, je crois qu'il y a lieu qu'on puisse plutôt refonder l'État. Il faut refonder l'État. L'État est en déliquescence. Et bien, quand l'État est en déliquescence, et tout ce que vous faites ira dans tous les sens, hein, parce qu'il n'y a pas un organisateur de la société. L'organisation de la société qui est l'État congolais est affaibli, n'est-ce pas? Ce qui fait que ses actions vont dans tous les sens. Il ne sait vraiment pas organiser la société, n'est-ce pas? Et mener des actions avec dextérité. Non. Ça pose problème. Est-ce qu'il y a une autre solution que vous pouvez proposer pour pouvoir résoudre les préoccupations de la population de ce coin, là où il y a état des sièges, par exemple, il y a des problèmes d'instabilité, manque de développement économique, pas de perspectives pour la population? L'on ne peut proposer que des solutions palliatives. Mais le plus grand problème, je ne le dirai jamais assez, c'est la refondation de l'État. Quand on a un État fort, eh bien, l'État va résoudre tous ces problèmes-là. N'est-ce pas? On ne va pas négocier avec les rebelles, on commande son armée et puis on met fin au désordre qui règne dans le pays. Voilà. Donc, il faut refonder l'État. Pour refonder l'État, il faudra que l'opposition caviar d'aujourd'hui et ceux qui sont au pouvoir se mettent d'accord pour dire bien, le pays est en train d'aller vers le gouffre, arrêtons le dégringolade, et bien,
essayons de refonder l'État à travers des actions, à travers des projets, à travers des réformes comme celle de la décentralisation, eh bien, on aura un État fort qui va mettre de l'ordre et ça sera spontané. Merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ce numéro de votre émission Bi-Hebdo, les rendez-vous. Monsieur Albert, vous êtes notre invité. En guise de message particulier, parlez-nous brièvement de votre ouvrage « Décentralisation politique administrative rétrospective d'un processus laborieux et délicat en République démocratique du Congo ». Pour ça, vous avez 2 minutes, ça marche. On retrouve ça déjà dans les bibliothèques de Kinshasa et pourquoi pas de partout ailleurs. Oui, l'ouvrage est déjà sur la place publique, il y a différents points de vente, mais ce que je dis, et je réitère, nous avons un État refondé. Cette refondation passe par la décentralisation qui est une réforme pour la refondation de l'État. Il faudra que les tenants du pouvoir, l'opposition et la majorité comprennent que notre constitution a été, en tout cas, très bien élaborée. À mon sens, cette constitution, il faut qu'on la laisse pendant un temps, mais on essaie un peu d'appliquer les principes de base qui sont arrêtés dans la constitution, entre autres la décentralisation, comme mode de gestion de l'État. Eh bien, nous allons essayer de voir comment avoir des animateurs responsables à différents échelons de pouvoir. Eh bien, nous allons créer de la richesse localement et l'État va commencer à exister. Parce que là, il est en état de déliquescence. Il faut arrêter la dégringolade pour recommencer à remonter. Voilà, on est presque à la fin, mais nous avons oublié les 6 mai, c'est déjà le scrutin de gouverneur, vice-gouverneur, et une opportunité offerte par la centrale électorale aux 14 provinces qui sont dans le besoin. Mais vous pensez que ces élections vont résoudre quel problème? Parce qu'il y a un problème d'instabilité, il n'y a pas de développement économique dans ces 14 provinces. C'est ça. Vous avez 2 minutes pour ça parce que nous sommes à la fin. Bon, nous sommes en pleine campagne. Oui. Je peux me permettre de donner un point de vue, même faire la campagne d'un gouverneur, parce que je dis ceci. Le profil des animateurs de province pose problème. Mais avoir la plupart des candidats qui se sont déployés dans différentes provinces, j'ai peur de l'avenir du pays. Le seul candidat sur qui je peux compter, n'est-ce pas, c'est le candidat du Sankourou, Norbert Yamba. C'est quelqu'un qui comprend la chose, qui peut développer le pays, parce que l'argent, il y en a partout dans ce pays-là. N'est-ce pas? Nous avons la richesse partout dans ce pays-là, mais il suffit seulement que nous ayons un manager, et bien, on est parti. Voilà, le message est passé, ce n'est pas la dernière fois. Vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de votre émission, le rendez-vous. Merci amplement à vous, fidèles téléspectateurs. J'ose croire que vous avez suivi avec intérêt, beaucoup d'attention cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion demain à 11h heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, je le rappelle toujours, il faut remercier la chaîne de référence Antena et toute l'équipe technique. Nous vous aimons bien, vous, fidèles téléspectateurs. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous.